Salut tout le monde, je vous souhaite à tous et à toutes la bienvenue dans cette vidéo que j'ai intitulée Critique ouverte du clan Issa. Donc la critique elle est ouverte, elle s'adressera directement au clan Issa, je ne passerai pas par quatre chemins et je serai frontal. Pour commencer, la première chose que je vais critiquer sur le clan Issa, c'est tout simplement Ismaël Omar Guelleh. Il ne faut pas oublier que Ismaël Omar Guelleh, c'est le premier mécène, bienfaiteur, promoteur du clan Issa. Et même si certains d'entre eux se prétendent opposés à Ismaël Omar Guelleh, eh bien, lorsqu'on fait la balance du pour et du contre des contributions d'Ismaël Omar Guelleh au clan Issa, eh bien, les contributions pour Ismaël Omar Guelleh pour le clan Issa sont plus importantes que ce qu'ils lui reprochent. Ainsi, c'est leur premier nourricier, c'est leur premier pourvoyeur d'identité et de nationalité djiboutienne. C'est le premier accueilleur de réfugiés que ce soit aussi Hassan Goulet, c'était eux qui ont accueilli l'exode rural à Issa à Djibouti. Donc, finalement, les Issa qui étaient venus de la brousse étaient dans une situation beaucoup plus grave et dramatique. Leur séjour à Djibouti, et dans ce sens-là, ils sont reconnaissants à Ismaël Omar Guelleh, qui est leur premier protecteur défenseur et aussi père. Un petit mot sur le passage du Premier ministre le jour du Nouvel An islamique à la télé, lorsqu'il disait que ceux qui étaient que la région est instable et que Djibouti est un lieu de paix. Qu'est-ce qu'il sous-entend par là? Et qui a été remarqué par d'autres internautes djiboutiens. Il sous-entendait que ceux qui ne sont pas contents de la mauvaise gouvernance à Djibouti, ils pouvaient retourner dans leur terre d'origine. C'est-à-dire, les Issa de Djibouti-Ville qui ne sont pas contents de la gouvernance d'Ismaïl, ils peuvent retourner en Éthiopie. Les Afars de Djibouti-Ville qui ne sont pas contents de la gouvernance d'Ismaël Omar Guelleh, ils peuvent retourner en Érythrée. Et les Arabes de Djibouti-Ville qui ne sont pas contents de la gestion d'Ismaël Omar Guelleh, ils peuvent retourner au Yémen. Mais quelle idiotie! Ça, c'est une idiotie de la part du Premier ministre. Et je la reprends pour dire que il prouve par là que Ismaël Omar Guelleh est le promoteur des Issa qui sont à Djibouti tout simplement parce qu'ils lui doivent reconnaissance. Au moins, il a trahi cette pensée d'Ismaël Omar Guelleh qui se voit comme le parrain des Issa, que ce soit à Djibouti comme en Éthiopie. C'est tout. Maintenant, pour ce qui concerne les autres bêtises qui se passent dans la région, je vais y revenir. Et par là, donc, première critique frontale, arrêtez de faire les opposants contre Ismaël Omar Guelleh. Tous ceux qui prétendent être Issa comme identité principale, eh bien, c'est le valet d'Ismaël Omar Guelleh. C'est tout, aussi simple que ça. Chaque individu a une identité multiple. Les identités ne sont jamais uniques. Elles sont multiples. Et elles dépendent de plein de facteurs. Et surtout que l'un des facteurs les plus essentiels qui garantit l'identité, c'est l'époque et le lieu. Donc, quelle est notre époque 2021? Quel est notre lieu? La Corne d'Afrique, particulièrement le territoire djiboutien. C'est ça la première identité qui est la plus facile, la plus formelle, quasiment la plus mathématique. Maintenant, ceux qui se revendiquent de l'identité Issa, eh bien, ils sont bloqués dans une identité fantasmée, inventée, qui remonte à plusieurs siècles. Et par là même, je peux continuer à les critiquer et dire que arrêtez votre délire de rester bloqué sur des légendes fictives qui datent de plusieurs siècles. Surtout qui n'ont pas de preuves. Donc l'identité Issa, ce n'est pas une identité de 2021. L'individu Issa, le patriarche ancestral, il n'est pas de 2021. Peut-être il était dans cette région quelque part. Déjà, il n'était sûrement pas de Djibouti-Ville. C'est sûr ça. Et il n'est sûrement pas de 2021. Finalement, Issa, le patriarche, il n'est ni de Djibouti-Ville. Et il n'est ni de 2021. Donc l'identité Issa,
mon Dieu, ce serait la dernière des identités qui pourrait construire Djibouti. Même si Ismaël Omar Guelleh la revendique encore, lui et tous ses valets. En fait, ce que je sous-entends par là, c'est que les identités sont multiples. Donc, 2021, Djibouti-Ville, c'est une identité qu'on appelle djiboutienne. Et on peut aussi, à partir de là, étendre à d'autres formes d'identité pour 2021. C'est-à-dire, moi, par exemple, j'aime m'identifier aux sciences et aux technologies modernes de 2021. Etc. D'autres préférences, s'identifier à la culture et à l'art de 2021. Donc, peut-être la culture musicale ou la culture cinématographique. Les grands fans de films de 2021, ils pourront s'identifier en étant un grand, cinéphile de notre époque. Bref, les identités sont multiples. Et si on rentre encore davantage dans les identités qui ont des portées politiques, eh bien, dans les identités de portée politique, il y a tout simplement les identités idéologiques. Et les identités idéologiques, aussi bêtes que conservatisme ou solidarisme, c'est encore des identités auxquelles les gens peuvent se référer en étant sûrs d'avoir les pieds dans leur époque et sur terre à leur époque. Alors que les identités claniques, mon Dieu, donc vous voyez que ce sont les dernières des identités, parce que les identités sont multiples, qui on pourrait valoriser et qui pourraient nous permettre de construire quoi que ce soit. Et le vieux proverbe qui est faux, qui dit qu'il faut savoir d'où on vient pour savoir où on va, c'est absurde. Nous, en mathématiques, ce n'est pas comme ça qu'on travaille. Il y a beaucoup, la majorité des problèmes de mathématiques qu'on a envie de résoudre, on ne cherche pas d'où vient le problème. On prend le problème à l'instant T, où il nous a été communiqué, on l'étudie à cet instant-là et on essaie de le résoudre. On ne perd pas du temps à savoir quelles étaient ses origines. Pareil pour les questions humaines et de sociologie, etc. Ça sert à rien de... Surtout que les questions des origines, la plupart du temps, elles sont complètement falsifiées par des raisons X, Y, Z et elles ont été, comme on dit, altérées par le temps. Les identités du passé historique et blablabla, elles sont altérées par le temps et plus le temps passe et plus cette identité se perd. Et parmi les choses qui se perdent dans les identités, ce sont les preuves formelles, même les sensibilités et blablabla. Bon, bref, ça c'est encore une deuxième critique du clan Issa. S'il vous plaît, votre identité, elle est trop vieille, hein. Elle est trop vieille, elle a été perdue en cours de chemin, hein, donc surtout qu'elle n'est ni de Djibouti-Ville, ni de 2021. Encore une deuxième critique. Après la première critique sur Ismaël Omar Guelleh, qui est le parrain et promoteur d'Erissa, deuxième critique, ce n'est pas ni de 2021, ni de Djibouti-Ville, encore un truc à jeter. Après, la troisième chose que je voulais ajouter, c'est le désastre humanitaire qui se passe en Éthiopie, auprès de la communauté Issa, Somalie, et aussi aux autres communautés, que ce soit Afar ou érythréen, ou Tigré, etc., ou érythréen. Toutes les zones de conflit se voient avec des déplacements énormes de population. Des peuples entiers, 100 000, 500 000, des fois des millions de personnes sont déplacées. Pourtant, lorsque 3 voyous se jettent des pierres ou 3 contrebandiers meurent en Éthiopie, c'est toute la diaspora, Issa, de Bruxelles jusqu'au Canada, qui vont manifester devant les ambassades internationales pour protéger leur peuple. Mais lorsqu'il y a un déplacement de 500 000 Somalis pour des raisons humanitaires d'origine conflit ou d'origine de sécheresse, on voit personne dans la rue. Où est le gros Abdurrahman Bachir ou Barhad God? Est-ce que vous les avez entendus une seule fois parler des désastres de sécheresse dans la Corne d'Afrique? Mobiliser les Djiboutiens ou mobiliser la diaspora pour les questions de sécheresse? Non. Non. Parce que les musulmans, ils ont cette habitude qui est bizarre. Ce n'est pas simplement les Issa et les Somalis, hein. Donc, Abdurrahman Bachir, Barhad God, je vous ai pris, mais bon, c'est pas que vous, hein. Les Yéménites au Yémen, ils sont pareils aussi, hein, c'est des imbéciles. Ils prétendent se battre contre Israël et les Saoudiens, alors que ce sont les premiers qui bloquent le ravitaillement humanitaire pour les enfants du Yémen. Les Houthis sont les premiers qui bloquent les ravitaillements
au Yémen, en prétendant se battre je ne sais qui, contre je ne sais qui. Enfin, ces fausses critiques des convois humanitaires, que ce soit de l'ONU, de l'ONU ou de l'UNICEF, ce n'est pas récent. La première fois que j'avais entendu des critiques sur l'ONU et l'UNICEF datait des années 2000 lors de l'intifada palestinienne. J'étais sur Internet et qu'est-ce que j'entends? J'entends que des tentes de l'ONU ont servi à cibler des civils palestiniens par des frappes israéliennes, etc. J'étais sidéré par cette information à cette époque-là. J'étais vraiment bouleversé, j'étais jeune, 20 ans. Je me suis dit, il y a une grosse merde dans cette histoire. En Palestine, contre les Israéliens, il y a une grosse merde. Si jamais il y a une prétention à ce que des tentes de l'ONU ont été ciblées de bombardements alors que sous les tentes-là, il y avait des civils, cette histoire, elle est trop grosse. Qu'elle soit vraie ou qu'elle soit fausse, elle est tellement grosse qu'elle ne peut pas passer, on va dire, comme si de rien n'était. Il se passe quelque chose de horrible entre Palestiniens et Israéliens et l'ONU. J'ai donc essayé de savoir davantage ce qui se passait et je n'ai pas attendu très longtemps lorsque 2 années plus tard, il y a eu la guerre d'Irak, il y a eu la guerre contre le terrorisme, il y a eu Ben Laden et que les Palestiniens ils vont rejoindre Ben Laden et qu'ils vont aussi soutenir Zarqawi qui faisait des égorgements dans des vidéos live sur Internet. Donc, si c'est ça ça a été la fin des revendications des Palestiniens de soutenir des terroristes, mon Dieu. Donc, ils ne soutenaient pas les victimes des bombardements israéliens, ils ne soutenaient pas les réfugiés palestiniens. Les Palestiniens n'ont jamais soutenu leurs réfugiés. Les Palestiniens n'ont jamais soutenu leurs réfugiés. Ils ont d'autres revendications qui sont totalement tordues. Si jamais les réfugiés dans le monde, musulmans, de la Palestine ou en passant par le Yémen jusqu'en Somalie, donc pour revenir à Somalie, si jamais les réfugiés du monde musulman étaient mieux soutenus, que leurs droits étaient mieux, on va dire, protégés contre tous les chefs de guerre qui provoquent des désastres, ces désastres-là et ces conflits, au prétexte de défendre leur terre, au prétexte de défendre la religion de Allah. Tous ces gens-là, ce sont des menteurs. Et lorsqu'on fait la balance du pour et du contre vis-à-vis de tous les désastres humanitaires et de réfugiés qu'ils ont déclenchés, tous ces prétendus chefs de guerre musulmans, qu'ils soient donc somalis, qu'ils soient donc yéménis, qu'ils soient donc palestiniens, ce sont des crapules. Ce sont donc des crapules parce que ils n'apportent rien, ni au quotidien, ni même dans le futur, à ces gens dont ils prétendaient défendre aussi bien la religion que défendre les terres. Et puis voilà donc le mot de la fin. Donc dans ma critique du clan Issa, aujourd'hui, il y a des milliers, des centaines de milliers de Somalis qui sont réfugiés dans la Corne d'Afrique, qui sont déplacés par les conflits en Éthiopie. Et pourtant, il n'y a que quelques personnes qui s'intéressent, les uns sont silencieuses, elles sont abasourdies par cette situation, et d'autres, ils sont un peu comme moi, autistes, un peu colériques, et ils disent tout ce qui leur passe par la tête, sans filtre. Donc, il y a de quoi être totalement en colère contre ces crapuleries du monde musulman et tous ces désastres humanitaires qui sont provoqués depuis un peu plus de 20 ans, que ce soit depuis la Palestine jusqu'au Yémen et sans oublier l'Ogaden et autres, on va dire en Éthiopie, dans le territoire Afar et dans le territoire Somalie et Issa. Et donc, toutes ces raisons-là m'ont poussé à faire une critique ouverte sur le clan Issa. Après, donc, je vais terminer cette critique sur
on va dire, la consistance même de l'identité clanique Issa. Il s'agit, sans hypocrisie, d'une identité politique, non pas inclusive, mais de revendication du pouvoir. Les identités de ce type-là, qu'elles soient tribales dans le monde musulman, ce sont des identités de conquête du pouvoir. Il ne faut pas se voiler la face, il ne faut pas se mentir. Lorsque vous voyez quelqu'un qui se prétend Issa, c'est quelqu'un qui prétend à la magistrature suprême de Djibouti et qui prétend à ce que ce soit leur clan qui dirige le pouvoir à Djibouti. C'est ce que signifient les identités tribales dans le monde arabo-musulman. Les identités tribales dans le monde arabo-musulman, donc, que ce soit donc l'identité par exemple Samaran, désolé, mais malgré que vous avez été victime vous aussi de beaucoup de préjudices et que vous n'êtes pas suffisamment nombreux pour cette course au pouvoir, pourtant, rien que votre dénomination, ce sont des revendications politiques de représentation au sein du gouvernement comme de représentation dans l'Assemblée djiboutienne. Et toutes ces identités tribales somalies et arabes, de manière par extension, ce sont des identités de revendication politique, d'exercice du pouvoir sur lequel il ne faut pas se tromper. Il ne faut pas se tromper, donc elles sont à Djibouti anticonstitutionnelles. Se prétendre être Issa, c'est anticonstitutionnel à Djibouti. Comment maintenant résoudre ce problème-là? Eh bien, il faut que les communautés somalies, donc pas les sous-clans, hein, pas les sous-clans tribaux politiques, mais toute la communauté somalie puisse apporter un éclaircissement. Donc la communauté somalie, elle existe internationalement, à l'UNESCO, etc. Donc il faut qu'elle apporte un éclaircissement sur leur identité politique. Et que l'identité somalie soit la vraie identité principale. Et que les sous-identités claniques restent folkloriques. Qu'elles restent historiques, qu'elles restent d'une autre époque. Et qu'elles ne viennent plus interférer avec la politique en 2021. En quelque sorte, ce que je sous-entends, donc pas que les Somalis, les Arabes aussi, il faut que le monde arabe réussisse à mettre noir sur blanc quelque part que leur identité tribale sont des histoires folkloriques anciennes, mais qu'elles ont perdu toute valeur politique. Voilà. Je suis d'origine yéménite, on m'a raconté les histoires de Kadassi, qui est une région du Yémen. Pour moi, ça reste folklorique, je le dis clairement, ce n'est pas une revendication politique. Je me revendique Kadassi, oui, je me rappelle de mon père et des histoires qu'il m'a racontées sur mes grands-pères, mais ce n'est pas une affaire politique. Je suis clair sur ce sujet-là. Par contre, mon attitude, elle est isolée. Elle ne suffit pas. Il faut que tous les Yéménites de Djibouti expriment clairement que leurs histoires tribales du Yémen ne doivent pas interférer dans la politique djiboutienne. Pareil pour les autres Samaran, Issa, Debné, etc. Tous les donc sous-clans qui ont une portée de revendication politique d'une autre époque antécoloniale, avant la colonisation. Donc, toutes ces identités-là, elles doivent sortir elles doivent être, on va dire, exprimées quelque part. Du coup, il faut aussi donc que les communautés, l'existence des communautés somalies, l'existence de la communauté Afar, il faut qu'elle soit aussi un peu officielle à Djibouti. C'est des choses qui existent à l'ONU. Donc, il faut aussi que la société civile djiboutienne encadre davantage les associations Afar, par exemple Afarpen, ou les associations somalies de promotion de la langue somalie, pour que ce soit ces associations-là qui puissent aussi clarifier que leur héritage culturel, tribal du Moyen-Âge n'interfère plus dans la politique locale djiboutienne de 2021. Donc voilà la critique que je voudrais adresser au clan Issa. Et donc cette critique-là, même si elle est spécifique au clan Issa, vous avez vu qu'elle peut être étendue à toutes les autres identités tribales. Mais à Djibouti, celle qui pose le plus de problèmes, c'est celle d'Ismaël Omar Guelleh.
Donc, merci de la présence, les amis. Je pense avoir tout dit dans cette vidéo. Je crois que je vais arrêter là. Je ne pense pas que j'ai des questions. Donc, je vous remercie encore de la présence. Je vous incite à la partager, à liker cette vidéo et de faire savoir ce débat. Les 4 points que j'ai pris, c'était quoi? Que Ismaël Omar Guelleh, incontestablement, c'est le premier promoteur père de la communauté Issa. Et que, dans ce sens-là, les mots, ce qu'il crée comme problème, c'est aussi imputable à la communauté Issa. Ensuite, j'avais aussi expliqué que cette identité, c'est une ancienne identité, qu'elle n'est pas séculaire, qu'elle n'est pas de 2021 ni de Djibouti-Ville. L'identité Issa n'est ni de Djibouti-Ville ni de 2021, c'est une ancienne identité et que en 2021, il y a des identités qui sont beaucoup plus dans leur époque, dans leur temps, donc qui sont beaucoup plus efficaces et pour une meilleure gestion de politique et donc une meilleure gestion de la vie à Djibouti. Troisième point, c'était les questions humanitaires qui sont dans le monde musulman totalement désastreuses. Et que tous ces identitaires-là, qui pleurent pour un contrebandier, ne pleurent pas pour 100 000 réfugiés. Ils pleurent pour un contrebandier, mais ils ne pleurent pas pour 100 000 réfugiés. Donc c'est des questions qui se posent. Les musulmans aussi, ils pleurent pour un terroriste, mais ils ne pleurent pas pour 100 000 réfugiés. Donc tous ces problèmes-là dans le monde musulman, et particulièrement en Éthiopie maintenant dans la communauté Issa, doivent être évoqués. Donc ça c'était le troisième point. Enfin le quatrième point, c'est pour les revendications politiques des identités tribales dans le monde arabe musulman, donc les identités tribales comme l'identité Issa, et plein d'autres identités, ou Somalie, Samaran même aussi. Toutes ces petites identités-là, elles ont un poids politique, de revendications, d'exercice du pouvoir qui doivent être écartées de la vie de Djibouti-Ville le plus rapidement que possible. Et pour cela, il faut que ces structures-là, elles soient créées dans la société civile, au moins une communauté somalie, au moins une communauté afar, qui soit créée dans la société civile, et que elles soient davantage dans notre époque, et qu'elles ne soient pas sous le monopole de leaders religieux ou leaders coutumiers venus d'Éthiopie, et qu'ils doivent donc rester à Djibouti, et que ils clarifient leur position vis-à-vis de l'exercice du pouvoir à Djibouti, et qu'ils renoncent à cette chose-là. Par contre, il restera toujours les lobbies communautaires. Donc les lobbies communautaires, c'est savoir exprimer un problème dans leur communauté et laisser à d'autres apporter la solution. C'est ça, donc l'action indirecte. Les communautés tribales, elles peuvent exister de manière, on va dire, sous prétexte que, elles existaient dans le passé, donc on ne peut pas interdire à des gens de se réunir, de célébrer un ancêtre, on ne peut pas leur interdire ça. Par contre, il ne faut pas qu'en plus, ils proposent des solutions politiques. Il faut qu'ils disent, nous on a ce problème politique, on voudrait qu'on les résout, et là, les politiciens, ils vont dire, oui, j'ai un agenda, je vais voir où je peux l'insérer. Oui, j'ai un agenda, je vais voir où je peux insérer les questions de X, Y, Z. Donc ça, c'est la réponse habituelle d'un politicien. Lorsqu'on lui soumet un problème, il dit « j'ai un agenda, je vais voir où je peux l'insérer ». Et à cette question-là, j'ai un peu répondu aussi au massacre de Boulduro, de ce qui s'est passé à Boulduro, parce qu'il y avait cet amalgame entre revendications, on va dire, politiques, d'exercice du pouvoir et célébration culturelle, folklorique d'un ancêtre. Et c'est à cause de ça qu'il y a eu ce massacre à Boulduro. Et que, de toute façon, ce qui est clair à Boulduro, c'était qu'il y avait un usage disproportionné de la force par le chef de l'État et le gouvernement djiboutien. Mais à la fin, toutes ces choses-là, qu'est-ce qu'elles permettent? Elles ne font que légitimer davantage l'exode rural. Parce que ceux qui sont venus de l'exode rural parmi les Issa, finalement, lorsqu'ils se font maltraiter par Ismaël Omar Guelleh, lorsqu'ils se font massacrer par Ismaël Omar Guelleh, ça reste la seule revendication de prétention à Djibouti pour leur présence. Ils disent, on a été victime d'un préjudice par le gouvernement djiboutien, on veut être légalisé. Finalement, donc, le massacre de Boulduro, il a permis de légaliser des Issa. C'est cynique comme réponse de ma part, mais c'est la vérité. Et ça ne plaît pas, mais c'est ça. Moi, ça me désole de voir que des vies humaines sont instrumentalisées de cette manière-là. Elles sont massacrées de cette manière-là pour des finalités qui n'en valaient pas la peine. Les droits humains
que ce soit des Somalis, Issa, de l'Éthiopie ou peu importe, en tant que nomade, il pouvait être réclamé de manière plus digne que de se laisser massacrer par un dictateur voyou et ensuite lui demander en contrepartie, oui, puisque tu nous as massacrés, donne-nous des papiers. Il y a d'autres façons de valoriser le droit de la communauté Issa, et c'est pour ça que je dis que les Issa, eh ben, commencent à me taper sur le nerf dans la façon de vivre à Djibouti, et que, ben, franchement, ça commence à dépasser les limites. Sur ce, ben, merci de la présence, j'ai dit beaucoup de choses aujourd'hui, et que dorénavant, les revendications politiques, d'exercice du pouvoir, et autres, oui, on nous a massacrés par-ci, oui, on nous a massacrés par-là, ne sont plus automatiques pour avoir des papiers, ni pour automatiques pour revendiquer Djibouti. Les pseudo-martyrs de l'indépendance djiboutienne, c'était des sans-papiers. Ils ont prétendu être martyrisés par les Français d'Ali Aref pour revendiquer être djiboutiens et réparer ce préjudice qui a été commis contre eux. Bon, tout ça, la nationalité ne devrait plus être automatique sur ces conditions-là. Elle ne l'est même plus ailleurs dans le monde pour les mêmes raisons. Il peut y avoir d'autres formes de compensation financière, etc. Mais pour la nationalité, désolé, il faudra gérer ça de manière beaucoup plus sérieuse et beaucoup plus formelle et précise dorénavant dans la ville de Djibouti. J'en ai un peu marre de me retrouver à transpirer dans ma chambre alors que tous les droits, toutes les propriétés, toutes les productions intellectuelles que j'ai eu à faire, qui étaient valorisables financièrement, se retrouvent distribuées sous forme de sacs alimentaires à travers la ville de Djibouti. Redistribution, alors que mes propres enfants, j'aurais préféré qu'ils soient les premiers à profiter de mon effort intellectuel que j'ai exercé sur ce territoire. Et dans ce sens-là, la communauté Issa, que ce soit Hassan Ismail, Omar Guelleh et autres, désolé, mais mes enfants, ils ne sont pas Issa. Hein. Et ce n'est pas une raison pour vous permettre de venir spolier mes biens. Et je vous le ferai payer de mon vivant, ou peu importe le temps que ça prendra. J'ai foi en la justice. Je sais comment procéder pour gagner gain de cause. Je sais comment mener une plainte. Et ensuite, lorsque la plainte elle est bien menée, je sais aussi comment la faire aboutir par les moyens nécessaires et dignes. Sur ce, oh là, j'ai fait un petit hors-sujet sur la fin de cette vidéo. Excusez-moi et sur ce, j'arrête et on se retrouvera très bientôt. Allez, au revoir.